On va prendre quelques questions dans la salle pour M. Courtois. Oui, Marc-Christine. Prends le micro pour le. Oui, merci Jean-Yves. Juste une question sur l'aspect accompagnement, relation entre l'accompagnateur, l'accompagné. Peut-être de par ton expérience, il y a la question pour l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, qu'est-ce que le meilleur accompagnateur pour lui, peut-être pas avec des critères très précis, mais dans son environnement, et pour l'accompagnateur, quelle est la meilleure posture, parce que c'est très compliqué d'accompagner, entre le fait d'être un senior, un parrain, un mentor, enfin voilà, quelle est la posture, d'après toi, la plus adaptée? Ben là, ça ne va pas y avoir de réponse standardisée parce que, comme on l'a vu, d'abord, on sait tous que diriger une entreprise, c'est compliqué parce qu'il faut faire des compromis. Le talent du chef d'entreprise, c'est d'arriver à gérer des dimensions extrêmement hétérogènes et avec des conflits d'intérêts dans tous les sens en permanence. Donc, on maintient un équilibre instable. Bon. Par nature, les boîtes innovantes, elles ont des difficultés qui s'ajoutent à ça, que j'ai évoquées aujourd'hui, cette incertitude du marché, difficultés techniques, les problèmes de financement qui viennent très tôt. Donc, c'est très, très complexe. Alors, par rapport à ça, on a un créateur ou une équipe créatrice qui va avoir certains attributs. Certains dons, certains talents, certains peuvent être révélés assez vite, mais ils vont aussi avoir des faiblesses. Donc en fait, le bon accompagnateur, c'est celui qui va être capable de complémenter les grosses faiblesses qu'ils vont avoir pour pouvoir tenir cet équilibre instable, en fait. Donc ça dépend beaucoup des gens, ça dépend de leur capacité d'écoute, ça dépend de leur capacité à progresser. Et donc c'est assez difficile à savoir. Je pense que le mieux, c'est encore de se reposer sur l'alchimie humaine qu'il y a entre les gens. Quelqu'un qui, comme on fonctionne dans les entreprises, c'est pas mal, c'est la phase de validation. Lorsqu'on discute du business plan, un peu en amont, on a le temps, on peut donner des conseils. On comprend, on cerne mieux les caractéristiques, 1, du projet, 2, de l'équipe. Et à ce moment-là, on a la possibilité de voir avec qui ça pourrait fitter, ou même si soi-même, en tant qu'évaluateur, on fitterait avec le projet. Et je pense que c'est plutôt ça, notre expérience qui a fonctionné, c'est le fait que les accompagnateurs et les accompagnés se sont trouvés comme on fait une rencontre entre des partenaires stratégiques ou autres. Je répondrai comme ça, c'est pas vraiment une réponse, mais c'est encore comme ça que je pense que ça peut mieux fonctionner. Parce que c'est une chimie qui est très subtile, très complexe, donc c'est assez difficile de le faire entrer dans un système rationnel, mais clairement, la base quand même, c'est que le créateur, il prend ses risques, c'est son fric, c'est sa vie, c'est son énergie, son aventure, donc on doit respecter cette posture, on doit donc être en position de coach, de conseil, mais toujours savoir qu'in fine, la décision, elle appartient au créateur, et s'il se plante, c'est son aventure, on ne doit pas interférer avec ça, donc jamais prendre le volant. Donc on a un moteur d'auto-école à côté, mais il faut s'empêcher de mettre la main sur le volant. Bonjour, donc Christophe Delinchen, de la société Taodine. Le sujet de départ était aussi sur les leçons qu'on peut retenir de la Silicon Valley et une différence qui me semble importante entre la Silicon Valley ici, c'est le rôle prédominant, je dirais, de l'investissement privé et donc de l'accompagnement privé par rapport à l'accompagnement public. En France, c'est un peu différent. Est-ce que vous pourriez commenter un petit peu là-dessus ? Vous savez, la Silicon Valley est bien sûr un modèle, mais on n'arrivera pas à le reproduire. Je crois qu'il faut sortir de ça. C'est intéressant à observer parce que vous avez raison, tout ce que vous dites est parfaitement juste et est important. Mais il ne faut pas oublier que l'Américain de base, il naît, il veut être riche. D'accord ? C'est un monde où la valeur première, c'est l'argent. On est heureux si on a de l'argent. L'argent permet de faire beaucoup de choses. C'est l'idéal. Et on vit dans un environnement, surtout en Californie, mais de manière générale aux États-Unis, en tout cas sur les côtes, où on voit autour de soi plein de gens qui ont vendu leur boîte 100 millions de dollars. Donc si vous voulez, le rêve, même d'un PhD, etc., c'est de faire ça, c'est pas de rentrer au CNRS. C'est pas d'être maître de conf. D'accord ? C'est de faire sa boîte pour être riche. Donc il faut voir qu'on part quand même de ça. Le terreau de base, c'est ça. Donc des gens comme ça, qui ont du coup le sens du business, ils sont dans le business model, ils sont dans la valeur, comment je vais pouvoir extraire de la valeur, comment je vais pouvoir être riche, comment ça va pouvoir marcher. C'est très répandu. Donc quand on part de là, déjà, c'est plus facile, si vous voulez, par rapport à notre point de départ à nous. C'est là qu'est le plus grand gap. Après, vous avez raison, une fois que vous avez ça, vous avez des grandes universités. Donc après, ils ont des moyens financiers, ils ont une capacité d'attraction, des meilleurs. Mais dans les universités, les profs, les étudiants, ils pensent à faire leur boîte. Donc c'est plus facile aussi de créer des ponts entre ces universités-là et le monde économique. Ensuite, oui, puisque c'est un terreau fertile,
vous avez beaucoup plus de financement. Et comme les gens ont vendu leur boîte et ont gagné des centaines de millions de dollars, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trop d'argent, ils vont le réinvestir dans des nouvelles boîtes. Donc les gens qui ont fait fortune, ils restent sur place et ils rensemencent le machin. Donc effectivement, il y a un système vertueux énorme qui se met en place, qui est un modèle difficile à transposer parce que le background culturel est quand même assez différent. Donc moi j'aurais tendance à dire, partons de ce que l'on est. Nous on a eu des capacités de gestion de la complexité, de la diversité, qui sont peut-être supérieures à ce que font les Américains. On pourrait considérer, en prenant vraiment du recul, en oubliant nos problèmes de taxes et beaucoup de choses dans notre système culturel, que la France peut être la Californie de l'Europe. À certains égards, on a des choses. On a la richesse du territoire, on a le soleil, on a la capacité d'attraction, on a des ingénieurs, on a des capacités intellectuelles, des gens bien formés, on a pas mal de choses. Mais bon, tout ce que j'ai évoqué, ces trous dans l'écosystème, ils sont majeurs aussi. Donc essayons de traiter ce genre de choses-là, et je pense que l'argent viendra. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est le problème numéro un. Il est important, et il est essentiel pour donner du momentum, et on sait que dans la chaîne de financement, il y a des trous. Et c'est ce qui a été identifié ici, c'est ce qui a été traité en partie. Il y a toujours ça à régler, c'est certain, mais je crois que le problème fondamental, il n'est pas vraiment là. On a beaucoup parlé d'innovation technologique et il y a quelque chose que je trouve manque beaucoup en France, c'est l'innovation sociale. Est-ce que d'un point de vue de l'innovation sociale, les règles sont similaires ou est-ce qu'il y a quand même une grande différence à ce niveau-là? Je pense que les règles sont quand même fondamentalement les mêmes parce que lorsqu'on crée quelque chose, il va falloir que ça résonne avec un besoin latent. Okay, généralement, il n'est pas complètement exprimé quand on est vraiment dans l'innovation. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça va apporter de plus à ce qui existe? Donc la notion de valeur, elle n'est pas effectivement forcément très financière, même s'il faut que l'entreprise fonctionne. D'accord, c'est quand même une entreprise. Le social business, c'est du business aussi. Donc il y a une logique de toute façon de génération de profit, ne serait-ce que pour développer l'activité qui est nécessaire. Et ce profit-là, in fine, le service, on va l'apporter, on ne va pas toujours le vendre, mais quand même d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'il y ait des flux financiers quand même pour faire fonctionner les systèmes. Donc on va se trouver dans des logiques proches. On va être peut-être moins agressif, on va être moins dans le besoin d'attirer des investisseurs qui vont raisonner en tant que retour d'investissement, puisqu'on peut avoir des gens qui vont donner ou des fondations qui vont juger plutôt de l'impact sociétal du projet. Néanmoins, il y a une valeur avec une définition un petit peu différente à apporter dans le système, quoi qu'il en soit. Donc la logique n'est pas si différente que ça.